Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et encore une fois, on va se faire plaisir, on va parler argent. On va parler... premièrement, bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, la semaine dernière, on a parlé voiture un tout petit peu, on a parlé emprunt. Ça fait un lien entre voiture et maison parce que ce sont deux biens nécessaires, semblerait-il, en 2024. Maison ou loyer? Oui, hein, ça, c'est le fameux débat que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Et dans le fond, il y a des avantages et inconvénients à posséder une maison versus le loyer. Puis des fois, malheureusement, les gens, pour des raisons souvent, je vais dire, émotives, vont privilégier l'achat. Il y a plusieurs avantages à être propriétaire, là. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais il y a quand même plusieurs désavantages aussi. Donc, on pourrait un petit peu faire le tour de ces éléments-là. Puis, tu sais, je commencerai en disant, comme j'avais dit pour la voiture, là, la voiture devrait rentrer dans 20% du budget, on va dire, mensuel, là, en termes de paiement. Pour la maison, ça devrait être 40%. Donc, quand on parle là, de maison, on parle là, du loyer ou d'hypothèque, évidemment, mais on parle des assurances. Assurance habitation si on est propriétaire, assurance responsabilité si on est locataire. Ça sera quelque chose qu'on pourra clarifier. Mais si on est locataire et on n'a pas d'assurance, gros problème. Faites bien attention à ça. Ensuite de ça, ben dans les paiements, il y a tout l'entretien de notre résidence, les taxes quand on est propriétaire. Donc, il faut vraiment tout entrer là-dedans. Et il faut que ça rentre dans 40%. Donc, ça, c'est la première chose. Si ça rentre pas dans 40%, bien, probablement qu'on a une maison qui nous coûte trop cher. Et là, malheureusement, avec la hausse des taux, on peut se retrouver dans une situation où on avait une maison qui était abordable selon notre budget et présentement, et avec la hausse des taux, qui ne le sera plus. Donc là, c'est un autre problème qu'on peut rencontrer. Puis c'est pour ça que quand les gens parlent de s'acheter une nouvelle maison, je dis toujours qu'on devrait faire un test de stress à notre capacité financière et d'ajouter un 2 à 3% d'intérêt sur la maison qu'on achète pour calculer nos paiements pour voir ça passe-tu dans le budget. Ça serait la première chose. Et 2 à 3%, là, avec ce qu'on a vécu, c'est faible. Oui, c'est faible. Fait que présentement, faut garder ça en tête, mais faut faire un test de stress à notre capacité financière. Faut pas juste se dire, OK, oui, je suis capable, là, présentement, ça passe, ça rentre dans le budget, parce que c'est pas vrai que le taux d'intérêt qu'on a là va demeurer le même. Donc, au niveau des avantages de la maison, là, de façon simple, là, évidemment, tranquillité, espace, c'est la raison que les gens, là, s'achètent une maison, veulent éloigner les voisins, veulent une grande cour, veulent être capables d'avoir des animaux sans restriction. Bon, tout cet aspect-là, facile à comprendre pour les gens. Au niveau financier, c'est quand même de l'épargne forcée. Donc, pour les gens qui ont beaucoup de difficultés à placer de l'argent leur brûle entre les mains, ils sont pas capables d'économiser, ben la maison demeure quand même une façon d'avoir de l'épargne forcée, c'est-à-dire que oublions le fait d'avoir une marge hypothécaire, là, en ayant un prêt hypothécaire dans lequel on paye capital et intérêt et qu'on diminue ça et on se réendette pas de façon continue à tous les 5 ans pour remettre de l'argent sur notre maison en dette. Ben, les gens qui ont une maison, qui la payent, ben, avec le temps, augmentation de la valeur de la maison et en plus, on baisse la dette dessus. Donc, on se crée de la valeur pour qu'au moment de la retraite ou plus tard, quand on décide de vendre notre maison, ben, on a un montant d'argent qui a été de l'épargne forcée. Ça, c'est un des avantages, mais c'est un avantage qui est pour les gens qui l'argent leur brûle entre les mains, essentiellement. Ensuite de ça, ben, on a parlé déjà dans d'autres chroniques de l'impôt et tout ça. La prise de valeur qu'on a sur une maison, là, c'est exonéré ça de gains en capital. Donc ça veut dire que quand on va la vendre, on ne paiera pas d'impôt. Donc ça, c'est un grand avantage pour les gens qui sont propriétaires d'une maison. Par contre, mais là, on parle de propriétaire de sa maison. On ne parle pas de quelqu'un qui a 2 résidences, qui vend la deuxième comme étant une résidence de location, par exemple. Là, elle est imposée, l'autre. Ben, c'est exactement ça. C'est que l'exonération de gain capital, c'est applicable sur une seule maison dans le temps. Bon, il y a des stratégies pour l'appliquer sur une ou sur l'autre. Je rentrerai pas là-dedans au niveau fiscal. Mais essentiellement, on peut avoir qu'une seule maison qui est exonérée. Donc, on peut exonérer notre chalet, mais à ce moment-là, notre maison ne le sera pas, par exemple. Okay. Donc, il y a cet élément-là. Et je veux mettre une bémol parce qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle là, communément des flips là, de maison, là, qui achètent une maison, la rénovent, la revendent. Là. Il y a des gens qui font ça. Oui. Et il y a un danger à ça. Hein. J'ai plusieurs clients que la raison qu'ils sont venus me voir, c'est un dû fiscal suite à ça. Parce que si on fait des flips de maison, quand ça fait 2, 3, 4 fois qu'on fait ça,
Maintenant, en plus, il faut le déclarer. Hein, à chaque fois qu'on a une vente de maison, faut le déclarer, même si c'est pas imposable. Quand on fait cette stratégie-là et qu'on a du gain, ce gain-là est exonéré si c'est notre résidence principale. Par contre, si le gouvernement détermine qu'on a fait ça trop rapidement, à trop de reprises, ben là, le gouvernement va dire, attention, ce n'est pas une résidence principale que tu vends, c'est un modèle d'affaires que tu as, et donc, le gain que tu fais, c'est un revenu d'entreprise ou s'apparente à du revenu d'entreprise. Et donc là, ce revenu-là devient imposable. Donc, il faut être très vigilant. Là, les gens qui ont cette stratégie-là, de un, soyez bien conseillés. Et j'ai eu des clients que, malgré le conseil qu'ils ont reçu, ont suivi ces conseils-là et ont quand même eu des problèmes avec le gouvernement au niveau des impôts. Donc, c'est une stratégie très, très agressive. Je la recommande pas. En tout cas, je la recommande pas du tout sans avoir un expert qui nous accompagne là-dedans parce que l'exonération est pas faite pour faire sauver de l'impôt à des gens qui veulent faire un gain. C'est fait pour les gens qui ont leur maison à eux. OK. Autrement dit, ouais, effectivement, un constructeur qui construit, qui reste dans sa maison 2 ans, 3 ans, après ça, il la vend, il en construit un autre, puis ainsi de suite. Alors, ça devient plus nécessairement un foyer principal. C'est ça. Et il y a plusieurs personnes qui se sont fait attraper avec ça. Des gens qui savaient qu'ils prenaient un risque, mais malheureusement, il y a des gens qui pensaient qu'il était parfaitement correct de faire ça et que c'était tout à fait légal et ont eu des surprises. Donc, il y en a qui le font présentement. Il y en a que le gouvernement les a pas frappés encore là-dessus, mais faut être vigilant. Au niveau des désavantages d'avoir une maison, ben évidemment, dans l'hypothèque qu'on a à payer, ça comprend du capital et de l'intérêt. Quand on a un loyer, ben on paye un montant. On n'a pas à assumer de fluctuation de taux d'intérêt. Hein. Oui, on peut avoir une hausse du loyer avec le coût de la vie et tout ça, mais on n'a pas la même fluctuation. Donc ça, c'est un premier désavantage. On a toute la notion d'entretien, de réparation d'une maison, de bris potentiel, tous ces éléments-là que les gens, malheureusement, dans leur calcul de maison, ignorent totalement dans la majorité des calculs. Et c'est pas rare qu'il faut dépenser de temps en temps sur une maison, 5 ans, 10 ans, là, on a un 10 000, on a un 20 000 à sortir, que ce soit pour la toiture, pour les fenêtres, mettons ce qu'on veut là-dedans. Il y a beaucoup de coûts attachés à une maison, puis une maison a une superficie normalement plus grande qu'un loyer, donc plus de potentiel de bris un peu partout. Et on a aussi qui vient joindre à ça toute la notion d'assurance. Les assurances d'une maison coûtent beaucoup plus cher que l'assurance responsabilité d'un loyer. Ouais. Les taxes municipales, taxes de bienvenue, taxes scolaires, taxes d'eau, taxes de tous ces éléments-là. C'est des éléments qui coûtent quand même pas mal cher avec le temps. Et évidemment, ben tout ce qui est l'amélioration, on pense à l'entretien, c'est bien beau les réparations, mais les gens qui vivent à un endroit, c'est très, très rare que les gens se contentent de ce qu'ils ont éternellement pendant 30 ans. Là. Donc, à un moment donné, on va vouloir refaire la cuisine, à un moment donné, on va vouloir refaire la salle de bain, etc. Tous ces investissements-là coûtent très cher et les gens qui pensent récupérer leur investissement se mettent habituellement le doigt dans l'œil parce que oui, on va récupérer, ça va augmenter la valeur de notre maison, mais jamais plus que le coût que ça nous a coûté. Évidemment, si quelqu'un est un entrepreneur, puis paye ses matériaux moins chers, puis fait sa propre construction et ne compte pas son temps, ben là, on parle pas de la même chose. Ouais, habituellement, si on se met à calculer le temps qu'on a mis là-dedans à notre taux horaire si on travaillait à la place et qu'on met le coût des matériaux là-dedans, ben on n'ira pas rechercher la même hausse au niveau de la vente. On a toute cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est pas nécessairement dire un est plus avantageux que l'autre. Il y a des avantages et inconvénients aux deux, mais si c'est strictement pour dire je vais faire de l'argent en ayant une maison, ça va me coûter moins cher, le prix des loyers a pas d'allure. Faut que je mette une très, très, très grande bémol à ça, malgré toutes les augmentations du coût de loyer qu'on a là. Présentement, l'augmentation du coût du loyer est décalée un petit peu pour les gens qui n'ont pas eu à reviser leur hausse à cause des taux d'intérêt qui ont augmenté. Mais avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, la hausse du coût des loyers, c'est rien comparé à cette hausse du taux d'intérêt-là sur une hypothèque d'une maison de 300 000, par exemple. OK. On parlait d'assurance, un loyer. Les gens pensent peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir une assurance lorsqu'on est en loyer. Oups, ça peut être dangereux et très dangereux même. Extrêmement dangereux. L'exemple que j'ai, je l'ai eu souvent dans ma carrière, des gens il y a un feu qui se déclare dans leur loyer, que ce soit leur faute, que ce soit un ami, que ce soit une cigarette, que ce soit un bris électrique, mais qui pourrait peut-être être causé de leur part ou dans leur loyer.
Tous ces éléments-là fait que le propriétaire, lui, a une assurance, donc il y a une réparation, l'assurance paye, mais l'assurance du propriétaire va se retourner sur le locataire et donc sur l'assurance du locataire. Et si on n'a pas la fameuse assurance responsabilité, 1 million, 2 millions, j'ai des clients qui se sont trouvés avec des factures d'assurance qui étaient simplement locataires. Ils ont eu une facture d'assurance de 700 000, 400 000. C'est des choses que j'ai vues fréquemment dans ma carrière et malheureusement, ces gens-là ont rarement d'autre choix que de faire faillite pour se libérer de cette dette-là. Alors que s'il y avait eu la petite assurance sur leurs meubles, là, les gens se disent, moi, je te donne rien que j'assure mes meubles, c'est meublé chez nous ou mes meubles ont peu de valeur. C'est pas pour les meubles que je m'inquiète pour ces gens-là, c'est vraiment pour la partie assurance responsabilité, que si on n'est pas propriétaire et qu'on ne souscrit pas une assurance responsabilité à même notre assurance locataire là, pour nos meubles, là, on a un sérieux problème dans un contexte de bris. Donc ça, trop de gens le savent pas et c'est un risque très, très élevé pour un coût qui est minime. Là, on parle d'une assurance qui peut coûter 20-25 $ par mois. Là. Oui, puis j'oserais même dire que cette assurance-là peut être appliquée à d'autres endroits qu'à la maison ou que dans le loyer, là, parce que on peut arriver, il peut nous arriver des bad luck n'importe où. Là. Oui, c'est une assurance responsabilité. Donc, quelqu'un nous poursuit pour quelque chose qui engage notre responsabilité. À ce moment-là, c'est une protection que ça nous donne, là, un minimum de protection que ça nous donne pour ça. Ouais, je pense entre autres au terrain de camping, ces endroits-là. Lorsqu'on a une roulotte d'installer ces endroits-là, c'est important de bien l'assurer, sur les sites où on va, là. Oui, puis s'assurer que notre assurance qu'on a couvre ce qu'on veut couvrir, puis notre responsabilité dans les lieux qu'on veut assurer. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on est bien assuré, finalement. Qu'on est bien couvert. Hey, Pierre-Paul, le temps court très vite, encore une fois. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Absolument, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, ils peuvent nous écrire sur notre site internet là, lacassesyndic.com, peuvent aller en tapant LACASSE et associés, vont nous retrouver aussi sur notre site internet, sur Facebook, sur LinkedIn, peuvent nous écrire aussi à info@lacassesyndic.com. Pierre-Paul, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous, ce fut encore une fois très instructif. Merci beaucoup, Denis.